Bonjour, je suis Sylvie Castonguay, directrice générale de l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire. Je vous souhaite la bienvenue à cette sixième conférence virtuelle de la série qui se poursuivra jusqu'en mai 2024. Je tiens à remercier les partenaires financiers de notre série de webinaires, les sociétés Apellis, Biogène et Roche. La QDM est toutefois responsable du contenu associé à cette activité et atteste que l'ensemble du contenu a été conçu sans l'influence de ses partenaires financiers. J'aimerais maintenant vous présenter le mode de fonctionnement de notre conférence. Notre conférencière, Dr. José Falardeau, optométriste conseil de la QDM, va répondre à vos questions et dans quelques instants. Et ce sont à la fois les questions que les personnes qui se sont inscrites au webinaire ont posées lors de leur inscription et aussi aux questions que vous pourrez poser par écrit seulement pendant le webinaire en direct en cliquant sur l'icône Q et R qui se trouve normalement au bas de votre écran. Alors, je vais poser les questions à Dr. Falardeau en fonction du temps disponible. Évidemment, on ne peut pas garantir qu'on va répondre à toutes les questions et nous répondons évidemment de manière générale aux questions, là, puisqu'il ne s'agit pas d'une consultation privée. Notez aussi que Dr. Falardeau va répondre aux questions sur l'évolution de la dégénérescence maculaire, particulièrement la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et qu'elle ne répondra pas, par contre, aux questions reliées au traitement de la maladie ou au ralentissement de la maladie, qui sont des éléments qui sont traités par les ophtalmologistes. Et je vous ramène, parce qu'il y a eu plusieurs questions sur la question des traitements et tout, vous pouvez consulter en tout temps notre site Web. Dans la section nouvelles, il y a une vidéo sur notre conférence du 23 janvier qui portait sur la dégénérescence maculaire sèche et l'atrophie géographique. Et la conférence du 20 février portait, avec Dr. Amamji, portait sur la dégénérescence maculaire humide et les traitements, de même que la recherche. Donc, cette conférence va être enregistrée et elle sera disponible sous forme de vidéo d'ici une semaine. J'en reparlerai à la fin de notre conférence. Il est maintenant temps de présenter Dr. José Falardeau et je vais laisser à Dr. Falardeau la possibilité de se présenter brièvement avant qu'on passe à la période de questions-réponses. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. C'est ma première présentation. Je me présente, Josée Falardeau, optométriste. Je pratique l'optométrie depuis maintenant une trentaine d'années. Je pratique surtout l'optométrie familiale, alors j'ai un groupe d'âge assez varié. Et au fil des années, comme ça fait quand même plusieurs années que je pratique, j'ai eu une clientèle quand même assez âgée et qui présentait j'ai eu beaucoup de cas de dégénérescence maculaire. J'ai eu à intervenir avec plusieurs patients atteints de cette maladie-là. Moi, je suis originaire de l'Abitibi. J'ai pratiqué longtemps en Abitibi, puis j'étais une des ressources du centre régional qui s'occupait d'intervenir auprès des gens avec des problématiques reliées à de la basse vision. Alors, j'ai référé les patients à ce centre-là et je les resuivais par la suite. Alors, j'étais capable de voir un peu c'est quoi l'évolution de tout ça. Dans ma vie professionnelle aussi, personnelle, je suis un petit peu aventurière. Alors, puis j'aime beaucoup, pour moi, l'optométrie, c'est une passion. J'aime beaucoup partager mes connaissances. Alors, j'ai fait des missions humanitaires à travers le monde. Alors, je suis allée une fois en Amérique du Sud pour pouvoir faire des examens pour les gens là-bas. Puis l'automne dernier, je suis allée en Tanzanie pendant un mois pour aller aider à mettre sur pied une clinique de soins visuels pour les gens qui présentaient des problèmes là-bas. Alors, c'est ma manière de redonner à la société, à la communauté. Tout ça, ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Merci beaucoup, Dr. Falardeau. Et le fait aussi que vous êtes notre optométriste conseil, je pense aussi que c'est une autre façon de redonner à la communauté, mais maintenant au Québec. Alors, on vous remercie beaucoup de cette collaboration. Donc, on va commencer par une question très générale et qui englobe, dans le fond, quand on parle de dégénérescence maculaire, il y a plusieurs formes à la maladie, d'une part. Et bien sûr que la dégénérescence maculaire liée à l'âge est de loin la plus
celle qu'on voit le plus souvent. Est-ce que vous pouvez, d'entrée de jeu, nous parler un peu là, de l'évolution de cette maladie-là dans le temps? Parmi les facteurs de risque de la maladie, le facteur de risque le plus important, c'est vraiment l'âge pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, plus les gens vieillissent, plus le risque de présenter cette maladie-là est là. Le deuxième facteur de risque, c'est l'hérédité. Alors, quand il y en a dans la famille, il y a beaucoup plus de risques d'avoir la maladie aussi. Comme je le disais, c'est une maladie qui évolue avec l'âge. Alors, on voit beaucoup plus apparaître les signes de cette maladie-là dans les 70, 80 ans. Mais il y a certaines personnes qui vont présenter des cas plus atypiques et qui vont être beaucoup plus jeunes pour présenter la maladie, la dégénérescence maculaire, mais probablement qu'à ce moment-là, elle ne sera pas liée à l'âge nécessairement, mais elle va être liée à d'autres facteurs reliés à la rétine. Mais comme c'est quelque chose qui est dégénératif, ça va évoluer avec l'âge de toute façon. Alors, il y a des cas particuliers où est-ce que c'est des personnes plus jeunes qui vont être atteintes de la dégénérescence maculaire. Euh, Puis, l'évolution de cette maladie-là, bon, dans la dégénérescence maculaire, en général, on est capable de détecter les signes dans la rétine, dans la macula, lors de l'examen, avant que la personne présente des symptômes. Habituellement, c'est lors d'un examen qu'on est capable de détecter puis aviser le patient. Vous avez quelques signes de dégénérescence maculaire sans que la personne s'en soit rendue compte, sans qu'elle-même ait eu des symptômes reliés à cette maladie-là. Et le meilleur moyen de faire un dépistage de la maladie de prime abord, si on sait qu'il y en a dans la famille ou qu'il y a certains facteurs de risque, bon, c'est de passer un examen de la vision régulièrement. Et comme je disais, le meilleur moyen de le détecter, c'est avec les outils qu'on a maintenant qui s'appellent l'OCT. On a déjà parlé là, dans votre bulletin de cet appareil-là. Un OCT, pour un mot très scientifique, ça s'appelle c'est une tomographie à cohérence optique. C'est ce que ça veut dire OCT. Il y en a qui disent un scan, mais c'est ni plus ni moins qu'un système d'imagerie qui nous permet de voir toutes les couches très profondes de la macula. Puis les premiers signes de dégénérescence qu'on va voir arrivent vraiment tout au fond de la macula avant même que ça soit visible à la surface. Alors, on avait l'habitude par le passé de faire un examen sous dilatation qu'on appelle. On a des gouttes dans les yeux qui ouvrent la pupille, qui nous permettent de dilater. On voit très bien la surface de la macula à ce moment-là. Mais si les signes sont très, très précoces, on ne les verra pas à l'examen sous dilatation, mais on va les voir lors de l'OCT. Alors, ça nous permet de détecter beaucoup plus rapidement la problématique depuis qu'on a cet appareil-là. Et ça nous permet aussi de le suivre dans le temps. Si c'est juste le début des signes, la personne n'a pas de symptômes, bien, à ce moment-là, l'optométriste va recommander un examen périodique avec un suivi à l'OCT et c'est là qu'on va voir s'il y a évolution de la maladie ou pas. Dans l'évolution de la maladie, ça peut demeurer sous la forme sèche ou ça peut évoluer vers la forme humide. Ça n'évolue pas nécessairement vers la forme humide. Ça peut rester dans la forme sèche aussi et évoluer dans la forme sèche et là devenir ce qu'on peut appeler une atrophie géographique au niveau des cellules dans la forme sèche. Alors, cette évolution-là, qu'elle soit toujours dans la forme sèche ou qu'elle aille vers la forme humide, le meilleur moyen de suivre l'évolution, c'est toujours par l'OCT. C'est le meilleur moyen qu'on a pour être très, très précis dans nos images, puis vraiment poser un bon diagnostic et faire un bon suivi de l'évolution. Là-dessus, c'est important cette question-là. Souvent des questions au bureau, là, les gens nous appellent, nous posent des questions. Donc on parle du dépistage ici. Donc l'OCT, c'est comme l'examen du fond de l'œil, c'est un examen spécifique. Voulez-vous nous expliquer donc, chez les gens de 65 ans et plus, il y a un examen de base qui est gratuit, je pense, par année, mais l'OCT, l'examen du fond de l'œil, c'est un examen additionnel. Pourquoi c'est important? Et à qui vous recommandez et pourquoi c'est important de demander à son optométriste s'il n'y a pas pensé ou si ce n'est pas dans ses pratiques, de demander cet examen-là? Mhm. Bien, comme tu dis, Sylvie, l'examen de la vision de base chez les personnes de 65 ans et plus est couvert par la carte d'assurance maladie
pour l'examen de base qui comprend une série de tests. Cette technologie-là de l'OCT, c'est pas couvert par la carte d'assurance maladie parce que c'est une technologie qui est assez récente et ben, la Régie d'assurance maladie n'a pas évolué encore avec les pratiques plus récentes pour couvrir. Dans aucun cas, peu importe l'âge de la personne, peu importe la condition visuelle, peu importe la maladie, pour l'optométriste, ce test-là, chez l'optométriste, ce test-là n'est jamais couvert et il y a des frais. Et les frais peuvent varier dépendamment de la technologie que l'optométriste va utiliser, de l'appareil et de la série d'images qu'ils vont faire. En général, on va recommander l'OCT. On le recommande à n'importe quel âge parce on peut découvrir toujours quelque chose lors de ce test-là. Et si on découvre rien, tant mieux, mais au moins on a une imagerie de base dans le dossier du patient. Et par la suite, au fur et à mesure que le temps passe, que les gens vieillissent ou s'ils présentent des problématiques dans les yeux, on va le refaire et on va voir si les tissus ont changé. Le tissu de l'œil, c'est vivant, ça change toujours. Alors, il n'y a pas de mauvais moment pour le faire, mais je pense que tout le monde devrait faire au moins un OCT à l'âge adulte. Préférablement, à partir de 40 ans, tout le monde devrait avoir eu un OCT pour en avoir eu un de base, pour après ça être capable de comparer. Et si on voit des signes de dégénérescence maculaire, ben à ce moment-là, dépendamment de la gravité des signes, des symptômes et tout ça, bien là, l'optométriste va juger est-ce que cette personne-là, je vais la revoir à chaque année avec un OCT? Est-ce que je vais la revoir dans 6 mois avec un OCT? Mais à partir du moment où il y a des signes, l'OCT va revenir sur une base périodique pour s'assurer de faire un bon suivi. Je comprends bien, l'OCT ou l'examen du fond de l'œil, ça peut détecter plus qu'une maladie, pas seulement la Absolument, maculaire. absolument. Oui. D'autres maladies de la rétine, finalement, qui pourraient être parce qu'on peut avoir aussi, ça c'est un élément qu'on discutait, plus qu'une maladie dans l'œil. Absolument. Alors, l'OCT nous permet d'aller dans les couches profondes de la rétine à 2 endroits spécifiques. Au niveau de la macula, il n'y a pas juste la dégénérescence qui va atteindre la macula, mais il y a d'autres problématiques qui peuvent atteindre la macula. Chez les gens diabétiques, on peut voir des atteintes maculaires aussi, des poches de liquide, du sang qui se répand. On voit aussi à l'OCT le nerf optique. Alors, on peut détecter mieux s'il y a des personnes qui présentent des signes de glaucome, ou est-ce que ça, c'est une maladie qui va atteindre le nerf optique avant qu'il y ait des symptômes aussi. Alors, ça nous permet de détecter plusieurs conditions au niveau de la rétine et pas juste la dégénérescence maculaire. Tu mentionnais aussi, Josée, la question de, bon, il faut se faire dépister. À 40 ans, ça serait bien qu'on ait une idée de la santé de ses yeux. Oui. C'est sûr que on ne peut pas aller chez l'optométriste à toutes les 2 semaines, voir si, tu sais, est-ce que ça a évolué. On sait que dans, la dégénérescence maculaire, il y a la forme humide de la maladie qui est, qui nécessite, un traitement, rapide, par injection. Mhm. Il pourrait arriver, entre le moment où on a eu son OCT, et par exemple, on a la dégénérescence sèche, on peut être même en début de traitement. En début, on a eu un diagnostic où on a eu cet avis. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'année, là? Parce que ça peut évoluer dans l'année et quand on parle de la forme humide, ça peut évoluer rapidement. Qu'est-ce qu'on Ouais. peut faire en 2 rendez-vous chez l'optométriste, là, pour essayer de voir, qu'est-ce qui se passe dans notre œil? Faut-il faire quelque chose et comment essayer de s'examiner soi-même? Mhm. Mais en général, l'optométriste, quand il va détecter qu'il y a des signes de dégénérescence maculaire, si c'est très, très léger ou qu'il y a très peu de signes, on ne l'abordera pas nécessairement à ce moment-là. Mais s'il y a un peu plus de signes, on va proposer ce qu'on appelle la grille d'Amsler. Puis, j'y ai pas pensé, parce que j'aurais pu vous amener une image. Je ne sais pas si c'est connu ou s'il y a des exemples de grille d'Amsler dans vos documents. Mmh. Mais on va proposer ce qu'on appelle la grille d'Amsler. Et cette grille-là, c'est une manière de voir si la personne a des symptômes reliés à sa dégénérescence maculaire. Parce que comme je disais au début, à l'examen, on va trouver des signes, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des symptômes, ça veut dire que la personne s'en rend compte. Et dans les premiers symptômes qu'on se rend compte, c'est que les écritures ou les lignes particulièrement deviennent croches. Fait qu'on peut lire des mots,
Et il y a certaines lettres qui vont apparaître croches au départ. Ou après ça, quand ça évolue, il va manquer des lettres. Ça va être comme si on lisait et qu'il y avait des trous dans ce qu'on lit. Et si ça évolue encore, ben là, c'est pas juste des lettres qui vont manquer dans les mots, c'est des mots complets qui vont manquer dans notre phrase. Et là, ça devient difficile de suivre. Alors, la vision se déforme tranquillement, pas vite, dans la partie centrale, parce que dans la dégénérescence maculaire, les cellules de la macula euh, sèchent ou deviennent, puis là, il peut y avoir de l'humidité qui se met là-dedans et les cellules meurent et se régénèrent pas. Ils se créent comme des trous dans la partie, dans la région maculaire. Et ça va perturber la vision centrale. Dans la grille d'Amsler, on voit des lignes, c'est un quadrillé avec une série de lignes. On doit fixer un point central et là, on note si le point central est bien rond et bien noir. Des fois, il va être déformé si c'est atteint. Si ce n'est pas la vision centrale qui est atteinte, c'est autour, bien là, les lignes nous paraissent croches, ils paraissent ondulées, ils paraissent déformés. Puis on essaie de noter dans quel secteur, dans quelle grandeur. Mais il faut toujours fixer le centre. Et à la maison, on recommande de faire ce test-là à peu près une fois par semaine. C'est pas besoin de faire ça chaque jour, là, mais on le fait une fois par semaine pour voir s'il y a quelque chose qui, dans notre perception, qui semble changer. Et on fait toujours ça un œil à la fois parce que la maladie n'évolue pas de la même manière dans les deux yeux. Elle va atteindre plus souvent un œil que l'autre. Puis après ça, ça peut changer plus tard parce qu'un va évoluer, la maladie va évoluer plus vite dans l'autre œil qui était bon que l'autre. Alors, ça peut tout changer. Mais c'est plus fréquent dans un œil que l'autre. Alors, on fait le test un œil à la fois. Et si on porte des lunettes, on fait le test avec nos lunettes de proche. Si on porte des lunettes de loin seulement et qu'on ne porte pas de lunettes de proche, on n'a pas besoin de lunettes, de mettre nos lunettes. Et comme le test se fait à une position de lecture, à une distance rapprochée, si on doit porter une lunette pour bien voir de proche, on fait le test avec nos lunettes et on note ce qu'il y en est. Alors, si on s'aperçoit qu'il y a un changement rapide dans notre vision, bien, à ce moment-là, on rappelle au bureau de l'optométriste en disant bon, ben moi, j'ai de la dégénérescence maculaire, ça a changé rapidement ma vision, ma grille est plus pareille. Là, l'optométriste devrait revoir plus rapidement pour faire un OCT puis voir est-ce que c'est la forme sèche qui a évolué ou là, on se rend compte que c'est la forme humide. Puis ça, on peut faire la distinction très bien à l'OCT entre les deux formes. Et là, c'est la forme humide. Et là, on doit référer quand même assez rapidement pour limiter les dégâts, si je pourrais dire, qui vont être causés par le liquide qui peut s'être répandu dans la rétine. La grille d'Amsler, elle est disponible notamment sur notre site web. Dans le menu, il y a une place qui s'appelle, auto, examen. Donc les gens Parfait. peuvent télécharger, il y a toutes les directives, pour bien l'utiliser. Autre élément, tu disais, bon, ben là, finalement, on a détecté quelque chose. Peux-tu nous parler un peu du rôle particulier, bon, de l'optométriste versus l'ophtalmologiste versus le rétinologue? OK. Ben, l'optométrie, c'est la porte d'entrée des examens de la vision et de la santé oculaire. Euh, alors, c'est par les tests chez l'optométriste qu'on va probablement avoir notre diagnostic, qu'on va avoir une idée de l'étendue de la problématique ou pas. Comme je disais, tant que la maladie et la dégénérescence est sèche et qu'il y a peu de symptômes, il y a peu de signes, l'optométriste va demander, il va faire le suivi lui-même et il ne fera pas de référence nécessairement à l'ophtalmologiste. On va faire une référence en ophtalmologie quand la forme sèche devient beaucoup plus évoluée et que là, il pourrait peut-être avoir une intervention possible de la part de l'ophtalmologiste. Ou si là, aussitôt qu'on détecte qu'il y a une forme humide, on doit référer à l'ophtalmologiste pour que lui en prenne compte et qu'il intervienne puis qu'il fasse les injections ou les traitements nécessaires. Dans certains centres, dans certaines cliniques ou hôpitaux où est-ce que il y a des ophtalmologistes, c'est la plupart du temps des ophtalmologistes généralistes qui vont procéder à ça. Mais il y a certains hôpitaux où est-ce qu'ils ont une grosse équipe d'ophtalmologistes ou certaines cliniques qui ont une grosse équipe d'ophtalmologistes. Et à ce moment-là, il y a des ophtalmologistes qui sont spécialisés en maladies de la rétine, dont la dégénérescence maculaire. Et là, c'est le rétinologue qui va prendre en charge les traitements reliés, les injections reliées à la dégénérescence humide. Alors, tu as l'optométriste qui fait l'examen de la vue, le dépistage. Ensuite, il va référer à l'ophtalmologiste qui est le médecin spécialiste des yeux qui, lui, peut apporter les traitements. Et si le médecin, lui, l'ophtalmologiste,
ne le fait pas, les injections, ou la situation est plus complexe parce qu'il y a autre chose reliée à ça, bien là, à ce moment-là, on va référer à un rétinologue qui est un ophtalmologiste spécialisé en rétine. Parfait. Question qu'on entend souvent, surtout quand on a un diagnostic, on se dit: «Mais mon Dieu, je vais être aveugle», hein, tu sais, c'est vrai, ça va être, je vais être aveugle. Mhm. Donc, j'ai une question reliée à ça et pour soi-même, quand on a un diagnostic et pour ses proches à qui on va dire: «Ben, j'ai eu un diagnostic ou, tu sais, de dégénérescence maculaire». Comment est-ce qu'on doit aborder, la maladie? Est-ce qu'on va être aveugle? Mais aussi, comment devrions-nous en parler avec nos proches? Puisque, tu sais, c'est une maladie, surtout au début, imperceptible. Les gens le En fait, c'est comme moi je le vois là, dans mon œil gauche, j'ai la dégénérescence sèche, là, mais personne ne le sait à part moi, là, parce que si j'en parlais pas, ça serait quelque chose où ça m'incommode, ça va dégénérer, mais tu sais, mais faut-il, tu sais, alors comment l'aborder pour soi-même, mais aussi pour son entourage? Et, ben, Sylvie, cette question-là, on parle depuis tantôt de l'évolution de la maladie, puis bon, surtout dans les débuts, tout ça. Quand la maladie évolue, puis c'est tellement. Et ça ne suit pas un patron linéaire, hein? On ne peut pas prédire d'avance. OK, à telle date, on détecte ça. À tel moment, il va arriver ça. À tel moment, il va arriver ça. On ne sait pas comment ça va se produire. Et c'est beaucoup du cas par cas selon l'âge d'apparition des symptômes, selon l'hérédité, selon les autres facteurs de risque qui sont en considération là-dedans aussi. Tu sais, dans les facteurs de risque, ben, on parle beaucoup du tabagisme. Alors, c'est éprouvé que les gens qui fument sont beaucoup plus à risque. Les gens qui sont beaucoup à l'extérieur, rayons ultraviolets, sont beaucoup plus à risque. Les gens qui n'ont pas une bonne hygiène de vie, pas une bonne alimentation, qui sont sédentaires, ils ont plus de risques. Mais selon notre condition physique aussi, si on a d'autres maladies concomitantes, de diabète, d'hypertension, des maladies vasculaires, ça peut aussi jouer dans notre système. Alors, il y a tellement de choses, tellement de facteurs qui viennent influencer chaque individu que ça fait que l'évolution de la maladie est difficile à prédire. Cas par cas. Fait que chaque cas est à peu près unique. Comme je disais, la maladie peut évoluer juste dans la forme sèche, et on peut quand même avoir une atteinte visuelle importante sans jamais avoir de forme humide. La forme humide a une évolution plus rapide. Mais dans la dégénérescence maculaire, ça dit ça touche toujours la macula. OK? Mais la macula, là, c'est notre vision centrale. C'est la vision la plus précise. Alors, on ne deviendra jamais aveugle. On ne souffrira pas de cécité complète parce qu'on garde toujours notre vision périphérique. La rétine périphérique demeure intacte. Alors, ce qui est important quand on commence quand on est diagnostiqué avec la problématique et qu'on en parle à nos proches, il faut déjà, dès le départ, essayer de se servir de notre vision périphérique pour entraîner ces mécanismes-là. Mais c'est difficile parce qu'on est habitué de regarder toujours avec notre vision centrale, et ça vient affecter rapidement nos tâches si la maladie évolue. Alors, au niveau déplacement, au niveau mobilité, même si notre vision centrale est atteinte, comme on a notre champ périphérique, on est capable de se déplacer, on est capable d'être fonctionnel. C'est ce qui nous manque, c'est les tâches visuelles qui nous demandent de l'attention, comme la lecture, les travaux manuels. C'est ça qui va devenir de plus en plus difficile avec la vision centrale, et c'est là qu'il faut développer des mécanismes. Alors, quand on le sait qu'on a cette maladie-là, on en parle à nos proches, et pour qu'eux aussi aillent se faire détecter, dépister. Puis après ça, ben, c'est essayer rapidement de développer des mécanismes, d'utiliser nos autres sens, d'utiliser et notre vision périphérique aussi pour développer d'autres mécanismes. Et s'il faut utiliser des loupes et s'il faut utiliser d'autres aides optiques, on commence rapidement à le faire pour que ça devienne plus facile à utiliser si notre vision va moins bien. Alors ça peut aider, aussi de le faire rapidement. Mais comment ça va évoluer dans le temps pour chaque personne, chaque individu, c'est très, très difficile à prédire. Ça peut être stable pendant des années et des années, et tout d'un coup, oups, il y a un œil qui a une baisse, puis là, c'est là que ça se passe. Puis là, lui, il y a une baisse,
Puis après ça, il va stabiliser. Puis là, c'est l'autre œil qui peut avoir une baisse et qui peut devenir pire que l'autre. Alors, c'est pour en avoir vu et suivi beaucoup, c'est tellement difficile de prédire ce qui va se passer dans le temps. On le sait pas. Alors, il faut que les gens pensent pas tout le temps, ben, je vais devenir aveugle, je vais devenir aveugle. Mais il faut qu'ils se préparent à utiliser moins leur vision centrale rapidement, mais pas en se privant des activités qu'ils aiment. Si tu utilises tes yeux pour faire de la lecture parce que tu aimes ça lire, mais vas-y, lis. Peut-être avoir une loupe, peut-être utiliser d'autres moments, peut-être en faire juste des petites périodes, puis pas des longues, grossir ce que tu lis, utiliser d'autres trucs, mais pas se priver parce que lire, ça use pas les yeux. On ne s'usera pas les yeux à faire ça. Alors, on est mieux de le faire. Ça amène une question, sur, l'éclairage et l'utilisation des contrastes. Oui. Parce que, en tout cas, je vais te laisser, Bien, on le sait que dans la maladie, avec l'évolution de la maladie au niveau de la rétine, ça affecte beaucoup notre perception des contrastes. Les contrastes, là, c'est les différences entre les couleurs, entre les dégradés, entre les éclairages. Puis le contraste maximum, c'est le noir et le blanc. OK? Fait que noir sur blanc ou blanc sur noir, c'est le contraste qui est le plus grand. Alors, quand notre rétine est atteinte, ben, on doit essayer d'aller chercher dans ce qu'on veut, si on veut faire quelque chose qui nous demande de l'attention, le contraste le plus grand. Mais des fois, on va lire des imprimés, on va lire des revues, on va lire des circulaires, que là, où est-ce que le papier est glacé, où est-ce que c'est imprimé couleur sur couleur. C'est très, très difficile quand on a une perte de sensibilité au contraste de voir ça et c'est normal. Alors, souvent, les gens vont me dire, mais là, moi, je suis plus capable de lire mes circulaires ou je suis plus capable de lire sur un sachet, par exemple, c'est quoi les instructions pour faire ma sauce. Bien, tu sais, tout ça, ça devient difficile avec le temps de le faire. Puis c'est normal que ce soit plus dur. Alors, il faut essayer d'aller chercher notre contraste maximum ou grossir ce qu'on fait, d'aller éliminer tout ce qui est luisant ou ce qui est réfléchissant parce que c'est trop difficile. Alors, au niveau de l'éclairage, si on veut essayer d'avoir un contraste maximum, ben, il faut utiliser notre éclairage pour éviter les zones d'ombrage. Alors, ça nous prend un éclairage ambiant, général, qui soit ni trop fort, ni trop faible. Fait que ça prend un éclairage ambiant d'un certain niveau. Et il faut que cet éclairage-là général soit assez diffus. On évite les lumières halogènes où est-ce que ça émet un faisceau de lumière qui est très direct et très concentré parce que ça va créer des ondes d'ombre. Si on utilise l'halogène, il faut que l'halogène soit dirigé sur ce qu'on fait et que ce soit un éclairage vraiment direct sur ce qu'on fait avec qui est vraiment direct parce que ça émet pas un faisceau qui est très large et ça va créer des ondes d'ombre. Alors, c'est important. Des fois, les gens vont me demander, ben, tu mets mettre beaucoup de lumière ou pas beaucoup de lumière? Ça prend un éclairage d'ambiance qui va aller reproduire l'éclairage du jour. L'éclairage qu'on voit quand on a de la lumière qui rentre par nos fenêtres là, de maison, quand c'est ensoleillé, ça, c'est un éclairage du jour. C'est le meilleur éclairage. C'est comme ça qu'on voit le mieux. Il faut essayer de reproduire ce genre d'éclairage-là dans notre éclairage général. Puis après, quand on fait une tâche spécifique, bien là, il faut avoir une lampe sur pied qui vient éclairer ce que je lis, mon tricot, même mon travail manuel que je fais, mon bricolage. Alors, il faut que ça éclaire direct la tâche et non dans l'œil. mais tu disais, je vais me permettre une question, l'éclairage du jour, peut être éblouissant à un moment donné avec la maladie. Ben, c'est ça. Fait qu'un éclairage d'une journée qui fait très, très ensoleillée, puis il y a beaucoup de réflexion, puis il y a de la neige dehors, puis ça crée beaucoup de réflexion, ça, c'est éblouissant. Mais un éclairage du jour qui est pas trop ensoleillé, pas trop Ouais, sombre, exactement. c'est Il est le meilleur léger. éclairage. Fait que, tu sais, c'est le moyen. Il ne faut jamais aller dans les extrêmes. Si on y va trop fort, justement, tu as raison, tu vas créer de l'éblouissement si ton éclairage est trop fort. Comme par exemple, maintenant, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampoules d'ailes. Bon, la lumière d'elle, c'est écologique, c'est économe, ça ne prend pas beaucoup d'électricité. Mais si on prend des ampoules blanc-bleu et qu'on a un gros wattage,
ça peut être beaucoup, 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 beaucoup éblouissant. Alors, il y a différents types d'ampoules dans les lumières d'ailes qu'on peut prendre. On peut en prendre qui reproduisent la lumière du jour. Je pense qu'en anglais, on appelle ça daylight. Alors, c'est lumière du jour avec pas un wattage qui est trop élevé pour avoir une lumière qui n'est pas blanc-bleu, mais qui n'est pas trop jaune non plus. Fait que c'est un équilibre un peu à y avoir là-dedans. Fait qu'on essaie d'éviter les lumières blanc-bleu, là. C'est très éblouissant, puis c'est difficile pour les yeux. OK. On a souvent des questions sur, les écrans. Mhm. D'une part, tu as plusieurs écrans, hein, tu as la télévision. Je vais commencer par la télévision. Tu sais, la télévision, avec le temps, on peut être porté à se rapprocher de la télévision parce qu'on voit moins bien et cetera. As-tu des conseils là-dessus? Comment se positionner par rapport à la télévision ou l'éclairage autour de la télévision? Ben, absolument. Alors, déjà, au niveau de l'éclairage ambiant, il y a des gens puis l'éclairage, là, c'est tellement personnel comment qu'on perçoit l'éclairage. Il y a des gens qui en veulent pas beaucoup d'éclairage parce que le moins petit éclairage, ça les éblouit énormément. Il y a d'autres gens qui ont besoin d'un peu plus de lumière. Il n'y a pas de bon choix puis de mauvais choix. Il faut y aller avec notre photosensibilité, comment on est sensible à la lumière. Alors, pour la télé, c'est la même chose. J'ai des gens, moi, qui me disent, ben moi, là, pour bien fonctionner à la télévision, je ferme les lumières ambiantes et j'ai juste mon écran de télé. C'est correct. Il y a d'autres gens qui ont besoin d'avoir de la lumière dans la pièce, puis avec l'éclairage de la télé. C'est correct aussi. Fait qu'on y va vraiment, ça, il n'y a pas de bon choix ou de moins bon choix. Il faut faire des tests puis voir comment on se sent le plus confortable. Ça peut varier d'une journée à l'autre, ça peut varier d'un moment de la journée à l'autre. La position par rapport à la télé, bien, ça va dépendre de la grosseur de notre écran. Il y a des gens, des fois, qui me demandent, ben là, moi, est-ce que je suis mieux de m'acheter là, un grand, grand, grand écran? Ben, si vous avez un tout petit salon, ça ne donne rien d'avoir un grand, grand écran. Vous ne verrez pas bien. Plus l'écran est grand, plus il faut être loin de l'écran. Sinon, on n'a pas une assez bonne qualité d'image. Alors, faut être à une certaine, tu sais, il faut être au minimum à 7-8 pieds, je dirais, de la télé. Puis là, ben, ça dépend de la grandeur de notre écran. Plus l'écran est grand, plus il faut s'éloigner. Alors, si on a des enjeux de vision, d'acuité visuelle, pour voir les sous-titres, voir la grille horaire, on ne peut pas être trop loin. Ça ne nous donne rien d'avoir un grand écran. On essaie d'être assez centré sur l'écran. On peut jouer avec les contrastes de notre télé aussi. Alors, c'est important le choix de notre écran versus l'espace qu'on a, puis à quelle distance on s'assoit c'est la mode des gros, gros écrans, mais s'il faut que je sois très près de mon écran, j'ai aucun avantage à avoir un téléviseur de 60-70 pouces. Si je dois être à 4 pieds de mon écran, je n'aurai pas une belle qualité d'image, je verrai pas mieux. Et là, la lumière risque de plus m'éblouir parce que plus l'écran est grand, plus il émet de la lumière, plus ça risque de me créer des éblouissements. Il n'y a pas de danger. Des fois, les gens vont dire, hey, c'est dangereux la télé, je ne peux pas être trop proche de la télé, ça émet des rayons, puis ça va être dangereux. Non, ça, c'est pas vrai. Alors, tous les écrans émettent de la lumière d'elle maintenant, que ce soit la télé, l'ordinateur, le téléphone cellulaire, la tablette. Il y a juste la liseuse, les liseuses Kobo, tout ça, là, ça émet pas de lumière d'elle. Mais tous les autres écrans, tout ce qui est numérique, émettent la lumière d'elle, qui est un éclairage qui est très blanc-bleu et qui peut créer beaucoup de fatigue, mais c'est pas dangereux. Il y a des études qui ont été sorties dans les débuts, je remonte à peut-être 2015-2016, qui disaient que c'était dangereux, que c'était comme les rayons ultraviolets, qu'on pouvait créer des dommages cellulaires au niveau de la rétine, donc provoquer plus vite la dégénérescence maculaire ou accentuer la problématique. Il y a d'autres études qui sont sorties qui sont venues contredire ça. Il faudrait être soumis à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrans, beaucoup, beaucoup de rayonnement avant que ça crée des dommages cellulaires. Et la plus grande source de lumière bleue, c'est le soleil. C'est le soleil qui émet le plus de lumière bleue. Lui est dommageable pour la lumière bleue, pour la lumière ultraviolet et pour les infrarouges. Alors, le soleil, on s'en cache beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pour ce qui est des écrans, il n'y a pas de danger. Par contre, ça entraîne de la fatigue. C'est pas dangereux de la fatigue, mais les personnes ne réagiront pas toutes de la même manière. Ça amène la question du soleil, de la protection solaire, Mhm. l'exposition, intense au soleil est un des facteurs de risque, particulièrement, je pense, pour les gens qui ont les yeux bleus, qui ont moins de protection, pour le soleil. Mais peux-tu nous parler parce que dans le fond, là, tu sais, les gens
des fois, se disent, «Bah, tu sais, c'est nuageux, j'ai moins besoin de me protéger, c'est l'hiver, j'ai moins besoin de me protéger», mais en réalité, c'est pas tout à fait ça, là, se Non, protéger du soleil. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi oui. et comment aussi? OK. Ben, au niveau de la protection solaire, tu sais, le soleil, ce qui est dangereux dans le soleil, c'est pas la lumière qui émet, c'est les rayons ultraviolets qui émettent. Et les rayons ultraviolets, c'est invisible à l'œil nu. Alors, plus il fait soleil, plus le soleil émet des rayons ultraviolets. Alors, c'est normal qu'on y pense plus quand il fait plus soleil. Il y a aussi plus de lumière. Les gens qui sont éblouis vont y penser un peu plus. Mais la lumière n'est pas dangereuse. C'est les rayons ultraviolets qui sont non visibles qui sont dangereux. Puis eux sont présents tout le temps. Alors, même si c'est nuageux, même si c'est l'hiver, en toutes circonstances, du matin jusqu'au soir, le soleil, tant qu'il fait clair, il émet des rayons ultraviolets. On sait qu'en période de mi-journée, où est-ce qu'il est le plus intense, entre 11 heures et 2 heures, c'est là qu'il en émet le plus. Mais il en émet tout le temps. Alors, c'est important de toujours se protéger contre les rayons ultraviolets, encore plus en période de pointe, encore plus quand il fait vraiment beaucoup de soleil. Mais même s'il n'y a pas beaucoup de luminosité, c'est important de se protéger, et encore plus l'hiver, parce que là, le soleil va aller réfléchir, les rayons ultraviolets vont aller réfléchir sur la neige Mmh. et ils vont plus encore risquer d'atteindre l'œil. Le soleil, les rayons ultraviolets, ce que ça fait, c'est que ça fait vieillir les tissus plus vite. C'est ça que ça fait. C'est un vieillissement précoce, accéléré. Alors, on doit se protéger en tout temps, toute l'année. Puis, dans notre lunette de soleil, ce qui est important, c'est pas tant la teinte, c'est pas la couleur de notre lunette. La couleur protège de l'éblouissement, protège de la lumière, nous donne du confort par rapport à la lumière. Mais la protection contre les rayons ultraviolets, c'est un filtre qui est transparent dans la lunette de soleil. On ne le voit pas, le filtre, comme on ne voit pas les UV. Et c'est ce filtre-là qui bloque les UV et c'est important qu'il bloque à 100. Alors, dans l'étiquetage des lunettes de soleil, ça va être écrit UV 400. 400, c'est la longueur d'onde des nanomètres là, des rayons ultraviolets. C'est soit écrit UV 400 ou UV 100. Alors, ça veut dire qu'il y a un filtre UV qui va bloquer les rayons ultraviolets. Tu peux avoir une lunette transparente à la limite, qui n'a pas de teinte, mais qui a un filtre UV à 100. Euh, Est-ce alors, que c'est ça qu'il faut considérer. est-ce qu'il y a des qualités de lunettes là-dedans? Tu sais, on dit, bon, les surlunettes, nous, on parle souvent de surlunettes, là, Oui, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une deuxième prescription pour oui, des lunettes de soleil. Donc une surlunette vient protéger les contours, le haut. On parle souvent, nous, de porter un chapeau parce que ça vient couper totalement ce qui vient du absolument. est-ce Chapeau, qu'on en casquette, a? pour pas que ça arrive direct dans les yeux. Après Ouais. ça, bon, ben, une lunette qui couvre assez grand pour couvrir ce qui ne peut pas entrer par le dessus ou par le côté. Alors là, c'est la monture qu'il faut qu'il soit assez près du visage, puis qui enrobe le visage, qui enveloppe le visage pour protéger des effets, pour pas que ça rentre par les côtés, puis tout ça. Au niveau de la qualité des lunettes de soleil, là, ce qui est important, parce que tu peux avoir une bonne lunette solaire à un prix vraiment abordable. Par contre, ce qui est vendu en pharmacie, en grande surface, quand ils sont neufs, les lunettes, puis ils ont une étiquette UV 100 ou UV 400, il y a plusieurs études qui ont été faites par Protégez-vous. Et quand ils sont neufs, la protection solaire est là. Ils ont testé les lunettes et ils coupent les rayons ultraviolets quand ils sont neufs. Par contre, quand c'est une lunette qui est vraiment plus bas de gamme, le filtre UV, c'est comme une pellicule qui a été mise à la surface de la lentille. Alors, aussitôt que la lentille va s'égratigner, va s'abîmer, va devenir usée, ben, le filtre va être moins efficace. Puis ça, ben, à ce moment-là, si le filtre va être moins efficace, qui protège moins bien, puis nous, on se met des lunettes en pensant qu'on se protège, on va se nuire encore plus. Parce que, aussitôt qu'on a une lunette de soleil, notre œil est fait pour réagir que quand c'est sombre, il ouvre la pupille. Puis quand il fait très, très clair pour protéger l'œil, il rapetisse la pupille. Alors, si je mets une lunette de soleil puis je me crée de l'ombrage vis-à-vis de ma pupille va s'agrandir. Si ma lunette ne protège pas, ne bloque pas à 100 les rayons UV, il y en a qui vont rentrer. Et comme ma pupille est plus grande, il y en a encore plus qui vont rentrer. Alors là, je me crée plus de dommages à mettre une lunette de soleil de moins bonne qualité ou abîmée que si j'avais rien du tout.
Et où est-ce qu'on peut se procurer, des lunettes, Ben, qui dans toutes les boutiques sécurisées? d'optique, dans les cliniques d'optométrie, dans les magasins de sport, les lunettes plus de marque, je dirais, en général, ils ont un filtre UV qui est à l'intérieur de la lentille. À Et l'intérieur? ça, peu importe l'état de la lentille, il ne s'abîme pas dans le temps. Et si notre lunette de soleil est un peu plus de qualité, c'est comme les surlunettes, comme tu parles, ben moi, j'en ai dans ma clinique d'optométrie. Puis, tu sais, il y en a tu sais, plusieurs boutiques en vente aussi qui peuvent être un peu plus de qualité. Moi, je vous dirais, là, dans une gamme de prix, tu sais, si on paye quelque chose autour de 100 75, 80, 100 et plus, on a de la qualité. En bas de 50 c'est la qualité est pas là. Ils peuvent pas mettre un bon filtre UV dans une lunette qui est en bas de 75, 60, 50 là. C'est sur le long terme, le filtre restera pas. OK. Question qui revient souvent, c'est sûr, hein, c'est la crainte de perdre son permis de conduire, de ne plus être en mesure de conduire son auto, de perdre de Ouais, l'autonomie. Il y a on sait que la SAC, la Société, d'assurance automobile, nous demande, quand on renouvelle notre permis de conduire, d'indiquer si on a des maladies, dont les maladies oculaires. Puis le jour où tu coches que tu as la dégénérescence maculaire ou toute autre maladie, ben là, tu vas recevoir un formulaire qui dit: «Ben, allez chez l'optométriste là, pour, nous prouver que vous avez, la capacité de conduire votre auto». À partir de quand est-ce qu'on n'est plus en mesure de conduire son auto? Et pourquoi, c'est si important de respecter, en fait, parce que, si on ne coche pas ça, si on ne coche pas qu'on a une maladie, mais qu'on l'a, peut-être qu'on a une responsabilité juridique, ouais, là. ouais, on fait une fausse déclaration. C'est une fausse déclaration. Donc, Ouais. d'une part, j'aimerais que tu nous parles de ça, là, le processus, perte de permis, l'examen, pourquoi c'est important de le déclarer, à partir de quand on peut plus conduire, est-ce qu'on pourrait récupérer son permis? Des fois, il y a la cataracte aussi, là, qui fait qu'on peut le perdre temporairement, on va le retrouver par la suite. Est-ce que tu peux, aborder ce sujet-là? Le temps passe, si tu peux le faire, succinctement parce qu'on a OK. beaucoup de questions qui nous aussi de Ben, l'audit. au niveau de c'est ça, au niveau quand on perd le permis de conduire, les critères qui vont faire qu'on le perd ou qu'on le garde, il y a 2 affaires. Il y a notre acuité visuelle, œil par œil et les 2 yeux ensemble. Si on a un permis de conduire, véhicule de promenade, ce que la plupart des gens ont, là, si on parle de classe spécialisée, on va le perdre beaucoup plus vite parce qu'il demande plus de critères. Mais dans le permis de conduire pour, les classes de promenade, ils prennent toujours la vision des 2 yeux ensemble. Alors, si j'ai de la dégénérescence maculaire dans l'œil droit, mais que mon œil gauche est très bon et que j'ai pas ou très peu de dégénérescence maculaire, puis lui compense pour l'autre, puis mes 2 yeux ensemble, j'ai une bonne vision. Tant que j'ai une bonne vision, une bonne acuité visuelle, les 2 yeux ensemble, je suis correct. OK? Puis ça, c'est des chiffres, hein? Fait qu'il faut être capable de lire certains niveaux de lettres, les 2 yeux ensemble. Tant que ça, c'est là, on garde notre permis de conduire. Cette mesure-là d'acuité visuelle, c'est une référence quand on conduit, d'être capable de détecter les obstacles, de détecter les pancartes. Puis plus on va vite en auto, plus il faut être rapide pour les voir, ces choses-là. Alors, c'est vraiment important. On peut avoir un bon champ visuel périphérique, on va voir les périphéries, mais la vision centrale est importante. Puis, il nous demande de mesurer le champ visuel périphérique, justement, mais il faut qu'à l'intérieur de tout le champ de vision, il n'y ait pas de ce qu'on appelle un scotome central, qu'il n'y ait pas de nuage dans la vision du centre qui bloque la partie centrale du champ de vision. Alors, c'est les 2 tests qu'ils nous demandent de faire quand on a un formulaire à remplir, puis qui peuvent venir jouer sur la dégénérescence maculaire. Puis à partir du moment où les résultats sont là, puis qu'on répond au questionnaire, puis que la personne va perdre son permis de conduire, puis qu'il n'y a pas d'autres maladies en arrière de ça, elle ne pourra pas le récupérer. C'est définitif parce que la dégénérescence maculaire ne s'améliorera pas. S'il y a une autre condition comme une cataracte qui va avec, puis qu'on opère la cataracte, la vision vient mieux, la personne peut récupérer à ce moment-là parce que là, il y a une autre condition qu'on est venu traiter qui a permis d'améliorer. À ce moment-là, mettons qu'on aurait une cataracte, on se fait opérer, on voit bien. Est-ce qu'on doit, puis on renouvelle son permis, à une certaine échéance, est-ce qu'on devrait retourner chez l'optométriste, avoir un Oui. examen, retourner ça à la SAC pour dire: «Écoutez, ma vision s'est améliorée», donc il Habituellement, il ce peut qu'on faire ça recommande, quand même, ouais. ouais, habituellement, ce qu'on va recommander aux gens, c'est après une opération, d'aller à la SAC puis dire, ben,
Écoutez, j'ai été opérée, puis là, ça traite. Des fois, à la SAC, ils vont passer des petits tests, ils vont dire c'est beau, vous l'avez, on vous le redonne. Sinon, ils vont donner un formulaire à faire remplir par l'optométriste de tous les critères qu'ils veulent avoir pour juger si la personne est apte à réavoir son permis de conduire ou pas. Si on parle de conduite, là, ben, il y a une différence entre la conduite de jour et la conduite de soir. On sait que ça affecte les contrastes, la dégénérescence maculaire. Alors, ça va commencer par affecter notre conduite de soir ou à la pénombre, tu sais, quand la brunante, là, je veux dire ça comme ça, là, je pense que les gens vont comprendre. Tu sais, à la brunante, on est comme entre les deux, là. Ben, ça va commencer à déranger beaucoup avant la conduite de jour. Et là, ben, on peut juste comme s'empêcher de conduire de soir. Ça, c'est vraiment l'idéal. Mais des fois, il y a une déclaration qui peut être faite qui empêche, il y a une condition qui va être mise sur le formulaire qui dit OK, tu peux conduire de jour, mais tu ne peux pas conduire à partir du moment où le soleil est couché. Fait que ça, là, c'est normal que notre vision soit moins bonne en conduite de nuit. Tu mentionnais plus tôt comment dès qu'on a un diagnostic, de se mettre en tête que vaut mieux se préparer à une possible, détérioration. Comme tu mentionnais, ça peut arriver plus tôt, ça peut arriver après plusieurs années. C'est évident que si on a un diagnostic plus jeune, comme dans la soixantaine, comme c'est mon cas, puis qu'on vit longtemps, bien évidemment, on peut vivre une détérioration sur plusieurs années versus quelqu'un qui a un diagnostic à 80 ans, puis il a peut-être une espérance Mhm. de vie qui est moins longue. Donc, tu nous disais, ben, exercez votre vision périphérique. Quelqu'un nous pose la question: «Oui, mais comment je fais ça? Comment je peux?» OK. Est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce qu'il y a des endroits où je peux aller chercher de l'information? D'ailleurs, ça m'amène Ouais. moi-même à me dire qu'on devrait mettre de l'information là-dessus sur notre site, là, tu sais, il y a beaucoup les, les questions que les gens posent nous amènent aussi à enrichir Mhm. le contenu, mais qu'est-ce que tu aurais à dire sur la vision périphérique? Ben, il y a des gens qui m'avaient déjà posé des questions s'il y avait des exercices à faire. Ouais, c'est Ben, ça. sur la vision périphérique, on peut le faire les deux yeux en même temps, mais on peut aussi le faire un œil à la fois. Où est-ce que là, on s'oblige à regarder une cible, mais pas avec la vision centrale. C'est plus facile au début avec un œil à la fois, mais pas en le fixant directement, mais en regardant à côté. OK. Alors, parce que si je fixe directement un point ou une cible, il faudrait comme se mettre une image sur le mur. On peut le faire de loin, puis on peut le faire de proche. C'est important de le faire à deux distances aussi. On peut se mettre une cible sur le mur, une image, un calendrier, peu importe. Où est-ce que là, on regarde ça? Puis là, ben, on le regarde, mais en fixant à côté de ça, puis en allant, puis en faisant un balayage, puis en lisant, là, en bougeant les yeux de, de ce qu'on lit, pour pas lire ce qu'on regarde là, mais lire en regardant à côté. Ça a l'air un peu bizarre de dire ça, là. Mais quand on perd tranquillement pas vite la vision centrale, c'est un automatisme qu'on devrait faire, mais si on ne l'a pas pratiqué avant, là, il y a tellement de gens qui m'ont dit ben moi, je ne peux plus lire. Puis quand je fais les tests, puis je leur montre, je dis, ben oui, regardez, regardez là, puis bougez votre œil, là, vous êtes capable. Mais même à l'examen, les gens ne bougent pas les yeux, là, puis c'est comme si là, il y avait des œillères, puis je ne peux pas bouger. La rétine, il faut tout l'utiliser. Là. On regarde une place, une cible ou un mot, mais après ça, on le regarde en fixant à côté de ça, puis en allant utiliser une autre partie de notre champ de vision. Puis quand on se déplace, pareil, pas regarder toujours ce qui est en avant de nous autres, mais s'habituer à prendre connaissance de la présence de ce qui est autour de ça pour développer les mécanismes de ce qui est autour, puis vraiment faire un balayage de ce qu'on fait, mais pas juste bouger les yeux avec la vision centrale, mais fixer quelque chose, puis un peu balayer avec toute notre vision. Puis ça va mieux quand il y a moins d'informations. Tu sais, si j'ai un texte complet à lire, ça va Oui. être difficile. Là. On y va par mot, par image, par phrase, écrit assez gros, assez distancé, et ça, c'est beaucoup plus facilitant, sinon tout embarque un sur l'autre. Là. Il faut se donner des trucs un petit peu dans ce qu'on regarde, puis pas tout vouloir regarder en même temps. Parfait. Une autre question ici, tu mentionnais plutôt bon, le soleil. Quelqu'un pose la question, quand le soleil pénètre dans la maison, est-ce que ça peut être dommageable? Tu sais, mettons que tu as le soleil tu vois le soleil dans ta fenêtre. Est-ce que tu dois fermer tes rideaux en pensant que ce soleil-là, c'est comme si tu étais à l'extérieur de ta Non. maison? Ce qui est dangereux au niveau du soleil, là, c'est de le regarder directement et s'il réfléchit sur des surfaces, c'est cet éblouissement-là qui est dommageable. Si on regarde le soleil à travers la fenêtre, puis je le regarde directement, puis
que ma fenêtre ne les coupe pas, les rayons ultraviolets, parce qu'il y a des fenêtres qui coupent, puis il y a des fenêtres qui ne coupent pas. Puis il y a des fenêtres qui coupent partiellement. Alors, si je le regarde directement à travers ma fenêtre, puis qu'elle ne coupe pas, c'est aussi dommageable que si j'étais dehors. Là. Fait que ça, OK. on ne regarde jamais directement le soleil. Si la lumière rentre dans la maison, puis que j'aime ça, ce niveau de luminosité-là, puis ça me fait du bien d'avoir de la lumière, parce qu'on sait que c'est thérapeutique à quelque part pour notre mental, d'avoir de la lumière, et que cette lumière-là entre dans la pièce, puis qu'on est bien avec ça. Fermez pas vos rideaux, puis laissez-les entrer, mais regardez pas directement par la fenêtre. Il faut juste pas qu'il y ait une trop grosse zone d'éblouissement. Et si ça, c'est une trop grosse zone d'éblouissement, bien, on met un star qui atténue ou qu'on peut diriger la lumière, mais on ne ferme pas tous les rideaux. On laisse quand même de la luminosité entrer. Tu peux couper la vision du haut si tu as le soleil direct pour éviter, justement C'est cette ça. lumière C'est de rediriger. directe. Quelqu'un pose la question, est-ce que le fait d'avoir une vision déformée avec l'œil qui est déformé ou d'avoir une perte de vision centrale, heu, influence l'équilibre? Est-ce qu'on doit se préoccuper davantage de son équilibre, de la prévention des chutes? La vision, le fait que ce soit déformé, ça nuira pas nécessairement à notre équilibre. Par contre, si on se fie beaucoup à notre vision centrale pour se déplacer, ça va être faussé. Notre perception des distances peut être faussée un petit peu. OK. Alors, c'est pour ça que je disais que c'est important de commencer à se servir de sa vision périphérique, surtout lors des déplacements, si on ne veut pas euh, être perturbé par la perte de vision centrale, mais on essaie de s'orienter vraiment plus en utilisant notre vision périphérique. Quelqu'un demande quelles sont les 5, 6 compétences qu'il est important de développer en tant que patient pour mieux s'adapter aux conséquences de la dégénérescence au quotidien? Qu'est-ce qu'on doit penser qui est important pour nous, Ben, de la première affaire, c'est toujours une question de sécurité. Que moi, je pense, il faut se sentir en sécurité. Fait qu'il faut mettre en place des choses pour que notre environnement soit sécuritaire. Fait que quand on parlait de conduite, est-ce que j'ai une conduite sécuritaire pour moi et pour les autres? Est-ce que quand je me déplace, je suis sécuritaire pour moi et pour les autres? Est-ce que ce que je fais dans mon environnement, quand je cuisine, le feu, moi, je pense que la première chose, c'est une question de sécurité. Il faut se sentir en sécurité puis développer des choses par rapport à ça. Après ça, ben, c'est beaucoup au niveau de ce que les gens me rapportent, moi, qui leur font de la peine ou qui les dérangent ou qui vont jouer sur le moral, c'est la perte des activités significatives. Quand je suis capable de moins faire d'activités significatives qu'avant, ben ça devient un petit peu démoralisant. Puis là, ben, il y a beaucoup de questions de psychologie aussi là-dedans. C'est pas parce qu'on a cette maladie-là qu'il faut arrêter de tout faire non plus, ce qui nous fait du bien. Tu sais, c'est vraiment pour notre santé mentale, c'est important d'être continu, tant qu'on est capable de continuer de faire des petites choses, parce que là, plus on arrête vite de faire ces choses-là, plus on devient démuni, moins on va exercer notre vision, nos sens et notre fonctionnement. J'ai vu des gens, moi, qui étaient en état de cécité légale parce que l'acuité visuelle n'était plus là, il y avait leur vision périphérique, tout ça, mais qui fonctionnaient très bien au quotidien parce qu'ils ont dit, ben moi, je continue de faire ou je modifie mes activités. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Puis si je suis capable de faire cette activité précise-là qui me tenait à cœur, parce que bon, c'est pas possible, est-ce que je peux la remplacer par une autre qui serait quand même intéressante? Parce que physiquement, on ne perd pas nos autres sens. Est-ce qu'on peut utiliser quand même physiquement autre chose que. C'est sûr que des fois, physiquement, avec l'âge, ben, c'est plus difficile de faire d'autres activités physiques. Alors, tout se reporte beaucoup à notre vision, mais on peut conseiller de le faire, mais par petites périodes. Pas lire pendant 3 heures, mais lire 20 minutes, faire autre chose et revenir. Alors, c'est de développer ces choses-là, là, puis de développer l'utilisation des aides optiques aussi plus rapidement. C'est les loupes, ben, commencer à les utiliser plus vite pour que ça devienne plus facile. On sait que notre capacité d'apprentissage n'est pas elle ne va pas en s'améliorant avec l'âge. Hein, alors, si on essaie de développer des nouvelles compétences à un âge plus avancé, ça nous demande plus d'efforts et c'est plus difficile à intégrer dans notre quotidien. Alors, l'utilisation de l'eau pourrait se faire beaucoup plus tôt, même si on n'est pas encore tellement atteint, puis de ne pas avoir de honte à le faire et de le faire. C'est sûr que le choix de notre loupe est important, mais
tu sais, de développer ça rapidement, là, qu'on devienne plus habile puis plus agile et pas attendre d'être, tu sais, d'avoir une perte trop significative. Ça m'amène une dernière question parce que avant qu'on conclue. Ça, les aides d'optique, on a souvent des questions là-dessus, selon la progression, l'évolution de tu sais, de la perte visuelle. Où est-ce que je trouve des aides optiques, les loupes, les parce que les loupes, ça va commencer à 2, 5, 10 fois il y a beaucoup de possibilités, il y a des entreprises Mhm, spécialisées mhm. là-dedans. Qu'est-ce que tu recommandes aux gens de tu sais, quand ils voient qu'ils ont de la misère à lire, mais qu'ils sont pas encore rendus au stade où ils vont aller dans un centre de réadaptation visuelle où tous Ouais. les outils sont gratuits, là? Puis c'est pas puis ça peut prendre un certain temps, même quand on est prêt pour y aller, pour qu'on ait les services. Qu'est-ce qu'on peut faire là, au niveau des aides de Ben, je pense qu'il y a certaines pharmacies qui offrent quand même des outils pour aider certaines affaires, des prothèses, des orthèses. Fait qu'il y a certaines pharmacies qui ont des aides comme ça. Il peut y avoir des grandes surfaces aussi qui ont. Tu sais, une loupe, ça reste une loupe, hein? Une loupe, là, ça sert à grossir. Ça sert à ça. Une lunette, ça sert à voir clair. Alors, si je porte des lunettes pour voir clair, bien, il faut que je la mette pour utiliser ma loupe pour que je vois au moins clair puis gros. Fait que les deux, ils n'ont pas la même utilisation, fait qu'il faut combiner les deux. Notre loupe, là, fait que, tu sais, puis je pense que dans certaines régions, il y a des magasins spécialisés aussi en orthèse, en aide, je ne sais pas le nom de tous les commerces qui ont ça, mais je pense qu'on peut aller dans ces endroits-là. C'est pas toutes les cliniques d'optométrie qui ont des services de basse vision. OK? Il y en a même très peu ouais. qui offrent ça, malheureusement. Là, ça fait pas partie de tout ce que de toutes les cliniques d'optométrie qui offrent ce service-là. Parce que c'est sûr, il faudrait cette information d'optométriste. Puis si l'optométriste n'en a pas, est-ce qu'il connaît une place où est-ce qu'il y aurait cette ressource-là? Et même si on achète une loupe en pharmacie ou en grande surface, une loupe, ça reste une loupe, OK? Ce qui est important quand on choisit notre loupe, c'est la grandeur de la loupe. Plus notre loupe va être petite, plus elle va grossir. Alors, si j'ai besoin de grossir beaucoup, ben, je vais avoir une petite loupe, ça va être un petit diamètre, mais elle grossit très, très gros. Alors, je ne verrai peut-être pas beaucoup ce que je suis en train de lire parce que je vais peut-être avoir deux mots dans ma loupe parce que je la grossis beaucoup. C'est-tu vraiment ça que je veux? Si j'utilise une loupe avec un diamètre un peu plus grand, ben, elle va grossir un petit peu moins. Fait que c'est le choix de la loupe, là, le 2X, le 4X, le 6X, c'est le grossissement. C'est comment ça grossit. 2X, ça grossit pas beaucoup. Ça grossit deux fois moins qu'un 4X. Fait que plus mon chiffre est élevé, plus ma loupe va grossir, mais plus elle va grossir, plus elle va être petite. Le diamètre va être petit. Et ce qui est facilitant, des fois, c'est d'avoir plutôt qu'une loupe qu'on tient dans notre main, parce qu'il faut la mettre à bonne distance là, pour voir clair. Des fois, on a le shake, des fois, on bouge. Il y en a des loupes qui sont sur pied. Fait que ça, c'est plus spécialisé un peu. Elle est sur un pied. Alors, on fait juste tasser, puis on n'a pas à tenir la hauteur. Et ces loupes-là ont même une lumière intégrée. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça éclaire directement ce qu'on regarde et ça vient augmenter notre contraste. Ça aide beaucoup. Excellent. Écoutez, le temps a passé vite, il reste à peu près 2 minutes. Il y a encore on aura d'autres conférences, hein. Je pense que ça montre la nécessité d'avoir, de telles, conversations avec, des professionnels de la santé, comme toi, Josée. Je te remercie beaucoup. Ça a été, passionnant. On a eu énormément de questions. On n'a pas eu le temps de répondre à tout. Je vous rappelle que notre site web donne des informations, heu regardez la section Vivre avec la dégénérescence maculaire, la section S'adapter, à la fois les ressources, certains trucs et c'est constamment mis à jour. Il y a toutes les vidéos qui sont disponibles, sur notre site web et sur notre chaîne, YouTube et notre prochaine conférence va avoir lieu le 29 mai, mercredi à 10 heures. C'est la dernière de la saison. C'est une reprise de la conférence de l'ABC de la dégénérescence maculaire. J'ai vu passer beaucoup de questions là, sur le traitement et tout. Notre conférencière, Hélène Thibodeau, qui est la présidente du conseil d'administration, qui est elle-même atteinte de dégénérescence maculaire sèche et humide, peut donner certaines informations générales dans le cadre de cette conférence-là. Mais bien sûr que quand on parle de diagnostic et de traitement et tout ça, ce sont les ophtalmologistes et les rétinologues qui répondent à ça. Donc, en terminant, les gens qui étaient inscrits à notre conférence vont recevoir
d'ici une semaine à peu près, un courriel avec l'enregistrement de notre conférence avec Dr. José Falardeau. Et ben, écoutez, ça conclut notre conférence. Donc, José, encore un grand merci. Donc, au nom de l'équipe de l'EQDM, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Au revoir.